Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera donc un point lecture comme vous avez pu le voir dans le titre. Je m'excuse pour l'anarchie des bibliothèques placées derrière moi, mais malheureusement j'ai eu un effondrement gigantesque de certaines de mes étagères. Donc j'ai dû dispatcher les choses un petit peu comme je peux. Ça ira mieux dans les semaines à venir, j'espère. J'ai recommandé 2 nouvelles bibliothèques. Et j'ai pris les plus grandes aussi pour avoir plus d'espace de rangement. Bref, je ne perds pas plus de temps puisque j'ai beaucoup de titres à vous présenter aujourd'hui. Je commence avec les abandons ou tout du moins les sagas que je ne continuerai pas parce qu'elles ne m'ont pas capté. Donc je vais commencer par un titre dont je vous ai déjà parlé et malheureusement, je suis vraiment au regret de ne pas avoir apprécié ce tome 2 non plus. Il s'agit donc de Ookie de Myriam Bonastriture, publié chez les éditions Dupuis. J'ai lu les tomes 2 et 3, alors certes je les ai lus avec beaucoup de différés par rapport à ma lecture du tome 1 qui avait eu lieu donc maintenant il y a 1 an et demi, mais j'avais gardé des souvenirs assez frais. Pour la simple et bonne raison que j'avais trouvé cette histoire assez plate et malheureusement je trouve que le tome 2 et le tome 3 sont dans la continuité, dans cette veine finalement qui se veut mignonne, touchante, attachante et qui fonctionne très bien dans certains titres mais qui ici me laisse complètement sur le côté. Malheureusement je ne ris pas avec les personnages, je ne suis pas spécialement attachée à eux, je n'ai pas développé d'affect particulier vis-à-vis de leur histoire, de leur passé mais aussi de curiosité vis-à-vis de leur avenir. Donc c'est pour cette raison que je vais en rester là avec Ookie et je suis vraiment navrée que ce soit le cas puisque j'avais vraiment beaucoup apprécié les illustrations, je les trouve très jolies, ce croisement entre BD manga, donc ces espèces de touches de couleurs sur des dessins qui ont un attrait quelque peu japonisant. Voilà, je trouve que c'est très dommage mais pour moi ça s'arrêtera là. Une autre saga que je ne continuerai pas, il s'agit de Rave de Hiro Mashima, qui est donc la première saga de l'auteur de Fairy Tail. J'aime beaucoup Fairy Tail, alors je sais que ça fait débat dans la communauté manga et que ce n'est pas forcément le manga le plus apprécié, mais en ce qui me concerne j'aime beaucoup. J'avais découvert les premiers tomes quand j'étais très jeune, donc voilà, là pour le coup j'ai développé un affect avec les personnages sans problème. Rave, pour moi c'est une esquisse un petit peu, alors certainement intéressante dans la construction de l'univers de Fairy Tail, en ce sens que même si vous n'avez pas les mêmes personnages, vous sentez qu'il y a une amorce de quelque chose qui va être repris plus tard, mais malheureusement pour moi on reste au stade de l'esquisse et je ne ressens pas le besoin de connaître la suite de cette histoire. Je trouve que c'est très dommage parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup son humour également, mais ça ne suffira pas à me tenir en haleine, à me maintenir captivée par ce manga, donc je préfère en rester là pour Rave. Décidément ce ne sont que des graphiques, donc loin de Alicia Jaraba, publié chez Grand Angle. Donc les 2 premiers que je vous ai montrés ce sont véritablement des sagas que j'abandonne. Là je vais simplement vous présenter des avis un petit peu plus mitigés je dirais. Donc dans Loin on va suivre un couple, alors ce couple c'est Ulysse et Aimé, qui sont donc ensemble depuis leur plus jeune âge, puisqu'ils se sont rencontrés à l'entrée au lycée. Ils se sont suivis durant toutes leurs études universitaires, ils ont fait leur licence, leur master ensemble, mais également leur thèse, et Ulysse se retrouve à un espèce de cap dans sa vie, puisqu'il a été refusé alors je ne sais plus si c'est pour sa thèse ou pour... en tout cas, tout du moins, au niveau de son doctorat, il y a quelque chose qui coince, il n'est pas pris dans le secteur qu'il souhaitait. Et ce n'est pas le cas d'Aimé qui, elle, réussit brillamment c'est la fin de ses études et est reçue dans un cabinet à Lausanne, donc en Suisse. Bref, ces 2 protagonistes, ils sont donc ensemble depuis une bonne dizaine d'années. Et il se trouve que cette année-là, Ulysse a aménagé un van et que le couple se retrouve sur les routes. Ce sont 2 profils radicalement différents puisqu'Ulysse est un aventurier, tandis qu'Aimé est beaucoup plus anxieuse, se pose beaucoup plus de questions et on va avoir cette confrontation permanente entre les 2 protagonistes qui ne se comprennent pas, même si parfois il y a des petites lueurs d'espoir, des petits moments, je dirais, de lumière qui viennent égayer le quotidien et le road trip de ces 2 personnages. On sent voilà, qu'il y a une tension aussi latente qui vient du fait que les 2 ont évolué de façon radicalement différente
au cours de leur vie et qu'aujourd'hui ils sont dans une impasse. Ils vont rencontrer des personnages très intéressants qui vont les faire réfléchir, qui vont les faire se poser des questions nécessaires peut-être et les amener à prendre les décisions qu'il faut. C'est un titre que j'ai trouvé relativement bien pensé, bien écrit, la thématique était intéressante. En revanche, j'ai trouvé que c'était un petit peu léger, qu'on abordait les choses de façon peut-être un petit peu trop superficielle. Et donc c'est ce qui explique que je n'ai pas été vraiment convaincue. Encore un graphique et ce sera l'avant-dernier, ensuite je passerai à des romans et des essais. Salon de beauté de Quentin Jucchion, d'après le roman de Mario Pélatin, publié chez les éditions Dupuis. Alors c'est un titre très graphique pour le coup, je vous montre un petit peu, mais c'est vrai que l'histoire ne se comprend véritablement, je pense, qu'à l'aune des illustrations, tout du moins dans l'adaptation graphique qui a été faite de ce titre. C'est un petit peu compliqué de vous parler de ce livre-là, mais Salon de beauté, c'est l'histoire de 3 amis qui tiennent un salon de beauté, donc, et qui à côté sont très libérés sexuellement, qui se travestissent, qui sont très libérés sur bien des aspects. Et un jour, une maladie va se déclarer, donc une espèce d'épidémie ou de pandémie, ce n'est pas précisé. Et cette épidémie entraîne donc l'apparition d'écailles sur le corps et d'écailles et de taches de couleur sur le corps des patients. Et le protagoniste que nous suivons, alors je ne sais plus son prénom, ah oui c'est Jeshua je crois. Il va donc transformer le salon de beauté en espèce de lieu pour les personnes en fin de vie, donc qui souffrent de cette maladie mais à un stade extrêmement avancé. Il va donc les prendre en charge. Voilà, c'est un petit peu l'histoire qu'on suit. Donc on a alors pas de temporalité, mais on a l'avant et l'après, tout du moins le basculement du monde après cette épidémie à laquelle personne ne comprend rien, tout le monde se craint, tout le monde se fuit. Et voilà, on est vraiment dans un univers presque post-apocalyptique, mais c'est vrai qu'avec ses couleurs et ses teintes, on a l'impression plus d'être dans quelque chose de métaphorique, de transitionnel, non pas la fin d'un chemin, mais un nouveau pas vers quelque chose de différent. Je n'ai pas beaucoup aimé cette BD simplement parce que je ne me suis pas beaucoup attachée au personnage, et c'est vrai que je me pose souvent la question de est-ce que je ne suis pas trop exigeante en matière de graphique, et puis je pense à des titres comme Olive, que je vous mettrai en photo juste là, comme tous les titres de... Bref, il y a des romans graphiques que j'affectionne très 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 intensément. Je pense à Radium Girl aussi, je pense aux Filles de Salem, je pense à Anaïs Nin. Il y a quand même bon nombre de titres que j'apprécie en graphique, donc je pense que ce n'est pas mon exigence qui pêche, mais bien le fait que voilà, qu'il y a des récits qui tout simplement ne me conviennent pas, et que parfois je pense qu'on peut dire de façon quasi objective que les titres ne sont pas assez fouillés. Là ce n'est pas le cas, simplement j'ai pas été spécialement touchée par ni la thématique ni les personnages. Et je termine les graphiques avec donc Pendragon, l'épée perdue, le tome 1 publié chez Glénat. Donc on est dans une relecture très particulière du mythe arthurien. On va avoir un Merlin qui instrumentalise le roi Arthur, qui a une place très particulière dans le royaume, l'apparition d'Excalibur qui se trouve donc caché dans le lac d'Avalon, si je me rappelle bien, dans la BD. Je suis désolée, il y a des poils d'Indy partout, j'espère que ça ne vous gênera pas à la caméra. Voilà, donc c'est une BD qui est très adulte, donc il y a quand même pas mal de scènes assez... Je vous montre parce que les illustrations sont très jolies. Donc des scènes qui sont assez sombres, assez sanglantes. Il y a aussi des scènes un petit peu plus explicites. Je trouve que c'est une très très belle BD pour ceux qui aiment tous les univers de fantasy, d'heroic fantasy, ou plus généralement le mythe arthurien. Plus précisément, pardon, le mythe arthurien. Pour le coup, je trouve que c'est pas mal et je lirai la suite. Donc voilà, c'était la petite transition vers les ouvrages romans-essais, puisque là, pour le coup, en roman-essai, je pense que j'ai à peu près tout apprécié, même si je vais essayer de les classer par ordre de préférence. Et donc, en dernière position de ce classement, donc en tout, il me reste 5 livres à vous présenter. Donc en 5e position, La dernière Range Ball, publiée chez Nathan de Tiffany D. Jackson, qui est une revisite de Carrie de Stephen King. Carrie, c'est un roman que j'adore, l'un des premiers Stephen King que j'ai eu la chance de découvrir, et je dois admettre que cette réécriture est assez intéressante, elle est bien pensée, elle est sans concession, sans fioriture, avec une écriture très simple, très cash. Elle traite du racisme avec beaucoup de justesse, je trouve, même si bon voilà, mon opinion reste
reste assez extérieure à cela puisque je n'en suis pas victime. En tout cas, j'ai eu beaucoup d'empathie pour le personnage de Maddie Washington, qui est donc une jeune fille qui a 2 secrets. Donc son premier secret, c'est qu'elle est d'origine afro-américaine, et son second secret, c'est qu'elle possède des pouvoirs parapsychiques qu'elle ne contrôle pas encore. Voilà. Et on va avoir, alors il y a une dimension, je dirais peut-être un peu moins cruelle que dans Carrie, parce que dans Carrie on a vraiment cette instrumentalisation perpétuelle de cette jeune fille, on a des scènes qui sont absolument insoutenables et atroces. Alors il y en a ici aussi, elles sont simplement présentées différemment. On a notamment pas la fameuse scène donc dans laquelle Carrie a ses règles devant ses camarades de classe qui lui jettent des serviettes hygiéniques à la figure. Donc voilà, par exemple, on n'a pas cette scène-là. On a des scènes, par contre, justement, qui se réapproprient les problématiques de Maddie pour les dénoncer, tout en gardant donc le fil conducteur et la trame de Carrie de Stephen King, et j'ai trouvé que c'était assez bien pensé. L'écriture, comme je vous le disais, elle reste très simpliste, ce n'est pas forcément un titre que vous devez lire pour la qualité de sa plume, mais par contre c'est un récit entraînant, et si vous souhaitez un roman un petit peu sombre pour un adolescent durant cet été, alors même si là, je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, l'été sera sûrement fini, ça marche aussi pour l'automne et l'hiver, ne vous en faites pas, je trouve qu'il est vraiment pas mal parce qu'il est bien pensé, on ne prend pas le lecteur pour un imbécile, c'est quelque chose que je vous dis beaucoup, mais parce que malheureusement c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en jeune adulte ou en adolescent. On a l'impression qu'on cible un public qui est un petit peu idiot entre guillemets, tout du moins c'est l'impression que donnent certains auteurs. Là ce n'est pas du tout le cas. Moi je trouve que c'est typiquement le genre d'ouvrage qui peut ouvrir à la littérature et qui va un petit peu être dans la veine de Kiman par exemple, qui a très très bien fonctionné avec mes élèves l'année passée. Alors je ne l'ai pas fait étudier, mais il l'avait à disposition, ou dans la veine de Meurtre mode d'emploi. Bref, ces titres qui sont certes ils sont pas jeunesse, ils sont adolescents, mais qui ont une construction, je dirais, qui vient un petit peu illustrer les trames grossières des thrillers, et je trouve que c'est pas mal. Je poursuis avec La civilisation du poisson rouge, petit traité sur le marché de l'attention de Bruno Patino, qui est un ouvrage donc théorique, un essai qui se consacre donc au marché de notre attention. Donc ce titre part du postulat que la mémoire du poisson rouge s'étend sur 8 secondes, le temps de faire le tour de son bocal, et que dans le même temps, donc il y a un parallèle qui est fait, la génération des millénials, donc la génération née avec le téléphone dans la main, aurait un temps d'attention de 9 secondes. Et le questionnement sous-jacent à ce fait, ça va être de quelle façon finalement on arrive à à voler le temps, à voler l'espace, à voler la capacité d'attention de tous les consommateurs des réseaux sociaux, majoritairement des réseaux sociaux parce que c'est ce dont parle ce titre, très peu finalement de la télévision. Donc on va avoir cette interrogation, comment Facebook, Instagram, Twitter, enfin donc X, TikTok, etc., même si là ici on ne parle pas de TikTok, vont venir un petit peu parasiter notre quotidien, de quelle façon on va venir penser de façon double presque, je dirais, c'est-à-dire tout à la fois la perception qu'on a du réel à un moment précis, mais en même temps la réalité virtuelle du téléphone que l'on a dans la poche. Voilà, c'est un petit peu tout ce qui va être pointé du doigt par cet homme qui a donc travaillé pour des grandes industries des réseaux, et qui donc était au cœur du développement de ce marché finalement de l'attention, du fait que finalement ce qui finit par avoir le plus de valeur aujourd'hui, c'est bien plus notre capacité à rester, donc à consommer quelque chose de façon presque inconsciente, et donc à emmagasiner des choses de façon inconsciente. Voilà, de quelle façon on monétise ce temps-là, de quelle façon on monétise une place dans l'esprit des consommateurs, dans l'esprit des utilisateurs des réseaux sociaux. Donc ce sont toutes les choses qui sont abordées. Il y a beaucoup de choses qui sont ramenées. On a notamment des parties qui sont un peu plus anthropologiques, d'autres qui sont un petit peu plus philosophiques. C'est très bien pensé, c'est carré, le vocabulaire est technique. One eternity later. Je ne sais plus ce que je disais, mais en gros, voilà, si la thématique de la monétisation de votre attention et de votre espace cérébral vous intéresse, ce petit traité, il est pas mal. Comme je vous le dis, comme ça fait appel à pas mal de
choses qui sont assez diverses, je pense notamment, et je le rementionne, j'en suis désolée, l'anthropologie, la sociologie, la philosophie. Il y a une dimension aussi un peu plus médicale, je dirais, et c'est vrai que voilà, c'est assez complet, c'était pas mal, mais vous allez voir qu'il y a un essai qui m'a beaucoup plus parlé que ça. Mais avant de vous parler de cet essai, qui m'a donc beaucoup capté, La tisseuse de vent de Nina Lane, publiée chez les éditions Didier Jeunesse, qui est une très bonne surprise. Je ne m'attendais pas forcément à grand chose, même si j'aimais beaucoup cette thématique des vents, puisqu'on suit donc Eloé qui est tisseuse de liens. Elle recueille les vents magiques dans un espèce de moulin. Je suis désolée, j'ai une qui fait du bruit. Donc en gros dans cet univers vous êtes formés à la magie, donc vous avez tous un don différent. Alors pas tous, mais en tout cas les élus ont des dons, et ces dons sont donc mis au service de plusieurs personnes. Vous avez un espèce de guide qui va venir vous aider à développer votre magie, et en l'occurrence Eloé elle est tisseuse de liens, mais elle peut aussi défaire les liens, et c'est un pouvoir qui est très très rare, pouvoir qu'on ne voit plus depuis très longtemps. Et cette jeune fille, elle va donc être sélectionnée pour partir à la cour, travailler, donc offrir son pouvoir à la royauté. Sauf que dans le chemin, dans le train qui... Je suis vraiment désolée, je suis distraite parce que j'ai une vie qui fait n'importe quoi depuis tout à l'heure. Sur le chemin, donc pour se rendre au palais, elle va rencontrer un jeune homme qui va lui proposer de sceller un pacte, et ce pacte va être que Eloé à son meilleur ami qui est souffrant d'une maladie qui malheureusement ne peut pas être soignée, pour laquelle on n'a pas de remède. Et cet homme prétend donc connaître un guérisseur, donc quelqu'un qui a le don de guérison, donc qui est également extrêmement rare, et qui donc est majoritairement employé par les personnes de classe sociale bien plus aisée, tandis qu'Eloé vient donc d'une caste inférieure. Elle va sceller ce pacte, le pacte étant que de son côté, donc le jeune homme s'engage à trouver la personne ou à envoyer le soigneur aider le meilleur ami d'Eloé. Elle doit rompre tous les liens du jeune homme, c'est-à-dire faire disparaître tous ses liens, que ce soit familiaux, amicaux ou amoureux. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce jeune homme, c'est en fait le prince du royaume. Et donc vous vous doutez bien qu'il va y avoir pas mal d'intrigues qui vont découler de cette intrigue principale. On va notamment essayer de comprendre pour quelles raisons ce jeune homme veut rompre tout lien avec sa famille, en sachant qu'il est le prince, donc il a tout de même une place dans la société, dans son pays, qui est tout à la fois importante mais aussi reconnue. Et Eloé va vraiment essayer de le comprendre, mais surtout de venir en aide donc à son meilleur ami Myrtille, qui lui est resté dans la ville natale d'Eloé. J'espère que mon résumé était assez clair. C'est un ouvrage que j'ai trouvé très joli, qui s'inscrit beaucoup plus, je trouve, dans une veine jeunesse adolescente, mais du type de La Passe Miroir par exemple. Alors même si l'univers n'est peut-être pas aussi étoffé, parce que bon, déjà le texte est nettement plus bref, mais j'ai beaucoup aimé toute cette mythologie autour des vents, la façon dont Eloé peut se comporter. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle soit extrêmement humaine aussi. Voilà, il y a beaucoup plus de choses, je trouve, qui se dirigent dans le sens donc de ces sagas type À la croisée des mondes, La Passe Miroir, La Quête des Willan. Donc voilà, je dirais les ouvrages un petit peu plus jeunesse, adolescent, mais de lorsque moi j'étais jeune et adolescente. Et c'est vrai que ça j'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est un livre sympathique qui mérite d'être un peu plus mis en avant sur les réseaux, parce que je trouve qu'il est assez différent de ce qui est proposé communément depuis quelque temps. Voilà, donc je le trouve audacieux en ce sens-là. Et je trouve que Didier Jeunesse a fait un très bon pari en travaillant avec ce titre-là. Je poursuis donc avec le petit essai dont je vous parlais juste avant, qui est donc un essai qui m'a beaucoup plu. C'est publié donc chez Seuil Libellé, donc alerté, informé, questionné. Ce sont des tout petits textes qui paraissent de cette façon chez Seuil, avec une interrogation ou une thématique dominante. Ici la thématique dominante c'était Touche pas à mon peuple, c'est de Claire Secaille, et je pense que vous avez donc reconnu le clin d'œil à l'émission Touche pas à mon poste pour ce titre. L'interrogation va être tournée vers donc en quoi le populisme de Cyril Hanouna participe tout du moins au déclin d'un débat démocratique
à la télévision, mais en quoi également ces stratégies pour gagner à tout prix de l'audience, toujours plus d'influence et toujours plus d'argent, participent également à finalement une entreprise de désinformation, puisque c'est une succession de bad buzz, de propos injurieux, de propos racistes, de propos homophobes, etc., qui sont proférés à longueur de temps sur ce plateau télé, sans que finalement les sanctions ne soient véritablement applicables. Alors bien évidemment, moi j'ai lu ce livre, il est sorti avant, mais j'ai lu ce livre après l'annonce donc du fait que C8 ne ferait plus partie de la TNT, donc que de toute façon ça a déjà été dit, Bolloré a déjà annoncé que donc Touche pas à mon poste basculerait certainement sur Canal+. Donc si vous voulez, quelque part ça ne change rien aux propos de fond, hein. Dans tous les cas, tout ce qui est dit sur l'émission reste valable. Ici donc il y a une espèce de schématisation qui est faite tout d'abord, dans laquelle on va nous exposer quel chroniqueur incarne quel rôle finalement au sein de l'émission, puisqu'on a toujours un protagoniste qui va se placer en défenseur, en ami du peuple, etc. Ensuite on va avoir les protagonistes qui vont venir jouer un rôle un petit peu de représentant des classes plus élitistes. On va avoir également des personnages qu'on va faire intervenir alors pardon, je dis personnages pour vous dire à quel point je vois la chose comme quelque chose de presque imaginaire. On va faire intervenir des personnes qui ont finalement des avis assez radicaux sur des sujets qui sont à la limite du complotisme, voire du complotisme pur, et finalement mettre en exergue ces avis, c'est ce qui va permettre un petit peu de pousser l'audimat à valider finalement les opinions qui sont moins tranchées que celles-ci, mais qui sont pourtant tout aussi contestables, d'un point de vue rationnel et d'un point de vue, je ne sais pas, humain, écologique, politique, peu importe. Bref, et tout ça, tous ces mécanismes sont décryptés ici avec brio. J'ai trouvé que c'était un petit essai très complet, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce qu'il fait 74 pages. Cependant, si je ne vous ai pas donné envie de le lire, mais que vous voulez en savoir un petit peu plus sur la question, sachez qu'Adam Bross a fait une vidéo concernant ce livre, et alors pas concernant ce livre, concernant cette thématique, et c'est lui qui m'a donné envie de lire ce livre puisqu'il en parlait dans sa vidéo, et je pense que c'est la première fois que je me procure un livre et que je le lis aussi vite. J'ai vu la vidéo le matin, je suis allée en librairie l'après-midi, je suis tombée dessus par hasard, je l'ai lu instantanément, et je dois reconnaître que c'était une très bonne lecture, très instructive, très intéressante. Et je termine donc ce point lecture avec le roman, avec un énorme coup de cœur. Voilà, parce que je vais pas dire mon roman préféré de cet avis lecture, un énorme coup de cœur, Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Je ne vais pas par contre m'attarder très longtemps sur ce titre parce que j'aimerais bien vous faire une vidéo peut-être dédiée, ou tout du moins si elle n'est pas dédiée entièrement à ce titre-là, dédiée à ces univers un petit peu de Dark Academia, même si je trouve qu'aujourd'hui ce terme est banalisé d'une façon absolument... bref, peu importe. Donc, je dis ça parce que je suis en train d'écouter Adi Larue et que je vois très peu de similitudes avec Le Maître des Illusions, qui est pourtant l'ouvrage fondateur, entre guillemets, de la Dark Academia. Même si voilà, c'est un genre qui trouve cette appellation depuis finalement peu de temps, puisque avant cela, ce titre, ce qu'on appelait avant le campus novel, mais il y a beaucoup de choses qui ont attrait, je dirais, au thriller, au roman noir, aux enquêtes et aux romans psychologiques, puisque bien évidemment il va y avoir un crime qui est commis. Ce n'est pas un spoil, on le sait dès le début de ce roman, mais finalement ce qu'on va étudier, c'est l'impact psychologique que cet acte va avoir sur les membres du groupe que nous suivons. Donc dans cette histoire, nous suivons Richard qui arrive de Californie et qui s'inscrit dans une université assez particulière, dans laquelle il va faire la rencontre de 4 protagonistes, un frère, une sœur qui sont jumeaux, et 2 garçons qui suivent le cours extrêmement élitiste d'un professeur de grec ancien qui a une façon de concevoir l'enseignement qui est contestable. C'est un homme passionné, c'est un homme captivant, et c'est d'ailleurs pour cette raison que les jeunes protagonistes que nous suivons vont être un petit peu endoctrinés dans ce cercle d'expériences liées majoritairement à la Grèce antique. Richard, il n'est pas forcément à l'aise avec sa condition, puisque c'est un jeune homme d'extraction sociale assez basse, et qu'il souffre donc de carences financières.
et il va se faire passer finalement pour ce qu'il n'est pas. Et c'est également aussi intéressant de se placer dans la peau d'un narrateur qui n'est pas très honnête vis-à-vis de ses amis. Vous avez donc tout un tas de choses dans Le Maître des Illusions. Vous avez une enquête pour un meurtre, une disparition, vous avez cette espèce d'esprit antique qui vient un petit peu ponctuer de façon assez régulière le récit avec les histoires des bacchantes par exemple, les rituels dionysiaques. C'est vraiment un roman qui est très complet, très beau, et je comprends pourquoi il est tant aimé, tant plébiscité par toutes les personnes qui en font la lecture, parce que c'est véritablement un petit bijou. L'écriture de Donna Tartt n'a rien à envier au plus grand. Elle a écrit ce livre en 10 ans, de ses 18 à ses 28-29 ans pour la parution. Et vraiment on sent que c'est un ouvrage qui a été brodé dans le moindre détail et qui a demandé une réflexion considérable. Je ne vous en dis pas plus et j'étofferai bien plus mon avis dans une vidéo à venir concernant ce titre, à minima dans mes meilleures lectures. La caméra n'arrête plus de couper, mais je me suis rendu compte qu'aucune de mes batteries n'était chargée. Je suis vraiment sur la fin de celle-ci. Donc comme je vous le disais, je reviendrai peut-être ultérieurement vous parler du Maître des Illusions de Donna Tartt, qui est un énorme coup de cœur pour moi et que je ne peux que vous enjoindre à lire. Vraiment, n'hésitez pas à vous renseigner un peu plus en détail également si vous voulez des avis un petit peu plus variés qu'exclusivement le mien, mais j'imagine que vous en avez déjà entendu parler sur énormément de chaînes. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'être resté jusque là. N'hésitez pas à laisser un petit pouce sous la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à laisser un commentaire pour me partager vos avis sur ces lectures. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, je vous dis à bientôt.